Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 22 août. À la une de l'actualité, la France incombe à l'Algérie la suspension des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Un mensonge selon une source au ministère algérien des Affaires étrangères citée par l'APS. Les restrictions à l'accès au territoire français ont été annoncées par la partie française dès le mois de février dernier. Les détails dans quelques instants. Un volet énergie ce matin avec l'entrée en service de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tinfou et Tabencourt à Ilizi. Et puis l'extension du port pétrolier de Skikda et ses projets annexes. Ils visent à accompagner les ambitions d'exportation de la Sonatrach. Rencontre dans cette édition avec un des ferronniers du village d'Ihitou Senati Zivzou Ramdan. Pratique ce métier depuis 72 ans, un héritage familial qu'il fait vivre au quotidien et grâce à ses nombreuses créations. Portrait tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, suspension de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Dans le journal officiel, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères attribue la responsabilité à la partie algérienne, indiquant que l'Algérie a cessé de l'appliquer à compter du 11 mai 2025. Un mensonge, selon une source au ministère algérien des Affaires étrangères citée par l'APS. Les restrictions à l'accès au territoire français imposées aux titulaires d'une passeports diplomatiques et de services algériens ont été annoncés par la partie française elle-même dès le mois de février dernier. Walid aussi pour les détails. Publication le 19 août courant par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères d'un avis dans le journal officiel de la République française portant sur la suspension de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Avis qui attribue à la partie algérienne la responsabilité de cette suspension en indiquant que l'Algérie a cessé de l'appliquer à compter du 11 mai 2025. Approchée à ce sujet, une source du ministère algérien des Affaires étrangères a souligné à l'agence de presse algérienne le caractère mensonger de l'assertion française, précisant que les restrictions à l'accès au territoire français imposées aux titulaires de passeports diplomatiques et de services algériens ont été annoncées par la partie française dès le mois de février dernier. Ces mesures ont en leur temps été dénoncées par la partie algérienne à travers un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères daté du 26 février 2025. À cet égard, la source du ministère a rappelé que c'est bien le 13 février 2025 qu'un premier titulaire du passeport diplomatique algérien a été interdit d'accès au territoire français. Ce précédent a été suivi d'un second cas, intervenu quant à lui le 26 février 2025. Comme l'indiquait alors le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ces deux cas ont fait l'objet de demandes officielles d'explications adressées aux autorités françaises. La source a ajouté qu'en cette affaire, la mauvaise foi de la partie française est manifeste. C'est elle qui assume la responsabilité des premières violations de l'accord en question. La réaction algérienne ne relevait quant à elle que de l'application de mesures équivalentes s'inscrivant dans le cadre de la stricte mise en œuvre du principe de réciprocité. La source du ministère des Affaires étrangères a conclu en affirmant que pour la partie algérienne, ce dossier est définitivement clos après la notification le 7 août dernier de la dénonciation par l'Algérie de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Énergie est entrée en service de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tinfou et Tabencourt à Ilizi. Il s'agit entre autres d'un complexe de traitement gazier comprenant deux chaînes d'une capacité de 12 millions de mètres cubes par jour de gaz, une unité de production d'électricité d'une capacité de 125 MW et 355 km de gazoduc. Un nouvel aéroport ATFT et deux bases de vie ont été également inaugurées par le ministre de l'Énergie, accompagné d'une importante délégation. Le compte rendu de Mohamed Ayashi, commentaire de Walid Yousfi. Nous sommes au cœur du système de gestion d'une installation à la pointe de la technologie, le complexe de traitement gazier de Ain Sila. Chaque jour, ce site assure la transformation de 12 millions de mètres cubes de gaz, de 1800 tonnes de condensat,
et de 1600 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. Il y a actuellement 25 puits de gaz naturel reliés à l'usine de production et de traitement de Ain Sila. Celle-ci permet de transformer le gaz brut en 3 produits, du gaz sec, des condensats et du gaz de pétrole liquéfié. C'est un pas supplémentaire vers le renforcement des capacités de production de Sonatrach et dans le développement du potentiel énergétique de l'Algérie. Nous sommes très satisfaits de l'ensemble des travaux et des progrès réalisés dans ce domaine et nous œuvrons à atteindre les objectifs fixés pour cette filière. À Tinfouye Tabankourt, ou plus communément appelée TFT, l'unité de traitement des gaz associés a été remise en service. Modernisée et renforcée, elle affiche désormais une capacité de production portée à 4,4 millions de mètres cubes par jour. En récupérant et en traitant les gaz associés, cela nous permet d'éviter le torchage, c'est-à-dire la combustion du gaz associé. Une fois les travaux achevés, la production de cette zone atteindra les 13 millions de mètres cubes de gaz par jour, ainsi que 1800 tonnes de condensat et 1600 tonnes de GPL. Ces installations sont nées d'une vision ambitieuse qui n'a pas négligé leur dimension humaine. À quelques kilomètres de là, des bases de vie modernes pensées pour assurer le confort des travailleurs ont été inaugurées, ainsi qu'un nouvel aéroport qui vient lui aussi renforcer cette dynamique en leur offrant davantage de souplesse et de facilité dans leurs déplacements. Nous avons procédé à la réalisation d'une base de vie relevant de l'activité du transport par pipeline pour assurer confort et bien-être aux travailleurs. Au sein du nouveau complexe, une base de vie moderne a également été réalisée pour servir de lieu de repos aux employés. À cela s'ajoute le nouvel aéroport de Tinfouye Tabankourt, une réalisation majeure qui facilitera considérablement le transport des voyageurs, des opérateurs et des partenaires. Notre visite dans la région de Tinfouye Tabankourt coïncide avec une date hautement symbolique, la journée du Moudjahid, une commémoration à la fois de l'offensive du Nord constantinois de 1955 et du congrès de la Soumam de 1956. Une date chère à nos cœurs qui coïncide cette année avec notre visite de ce site stratégique de Sonatrach dédié à la production des hydrocarbures. العزيزة كثيرا على قلوبنا تزامنت مع زيارتنا اليوم لهذا الموقع الهام لسوناتراك لإنتاج المحروقات. Avec ces réalisations, l'Algérie confirme sa détermination à renforcer ses capacités énergétiques, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour s'imposer comme acteur clé et fiable sur la scène internationale. Et l'un des principaux ports pétroliers du pays, le port de Skikda, a enregistré une importante dynamique lors du premier semestre de l'année en cours. Les travaux d'extension qu'il a subis lui permettent d'accueillir des navires de plus en plus grands, augmentant ainsi les volumes exportés. D'autres projets sont également en voie de réalisation pour accompagner les ambitions de la Sonatrach. Aïcha Boubriq, Padia Mardi. L'Algérie s'impose de plus en plus sur le marché énergétique mondial grâce à la stratégie adoptée par le groupe Sonatrach dont l'un des points cardinaux est le renforcement des capacités de production mais aussi d'exportation de ces complexes, notamment celui destiné à la liquéfaction du gaz naturel de Skikda, le GL1K. L'extension du deuxième plus grand port pétrolier du pays après celui d'Arzeu a permis le chargement de 35 navires au cours du premier semestre 2025. Le nouveau quai est désormais capable d'accueillir des méthaniers de grande taille allant jusqu'à 220 000 mètres cubes de capacité de chargement. Depuis sa mise en service, il a permis l'expédition de 35 navires de taille moyenne. Cette infrastructure permet le chargement et le déchargement de tous les produits, notamment le gaz naturel liquéfié. L'essence, le gasoil, le fioul, le pétrole brut ou encore le condensat de gaz. Sonatrach a consacré une enveloppe financière de 53 milliards de dinars à ce projet, dont les travaux ont été confiés à une société chinoise spécialisée dans l'ingénierie portuaire.
Le complexe produit annuellement 4,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié ou l'équivalent de 30 000 mètres cubes jour destinés au marché extérieur. D'autres projets stratégiques accompagnent l'extension du port pétrolier de Skikda, à l'exemple de ce réservoir d'une capacité de 150 000 mètres cubes. المشروع يشرف على نهايته ونحن في حدود 81% من نسبة إنجاز المشروع يهدف أساسا إلى. Ce projet est en phase finale affichant un taux de réalisation de 81% et permettra d'augmenter la capacité de stockage au niveau du nouveau quai de chargement pour honorer les engagements de la compagnie Sonatrach vis-à-vis de ses partenaires. الذي تم استكماله حتى نستطيع الوفاء بالتزامات شركة سوناتراك حسب عقودها مع شركائها. Nous sommes au niveau du nouveau réservoir d'une hauteur de 45 mètres. Il est équipé de 4 pompes avec une capacité de chargement de 2000 mètres cubes chacune. Et pour réduire son empreinte carbone, le projet intègre une unité de récupération et de recyclage des gaz évaporés, une innovation qui s'inscrit dans la stratégie de Sonatrach pour adopter des solutions technologiques avancées et limiter les émissions. Derrière chaque étape de ce chantier, des ingénieurs et cadres algériens mobilisés. Objectif, honorer les engagements contractuels du groupe, élargir la présence de l'Algérie sur de nouveaux marchés et garantir son statut de fournisseur fiable et stratégique pour l'Europe et au-delà. Départ hier de la caravane médicale itinérante qui sillonnera 17 wilayas jusqu'à la fin de l'année. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé en compagnie du ministre de la Jeunesse. Le but est de proposer des soins de base et des consultations dans les recoins les plus éloignés des hauts plateaux et du sud. C'est l'initiative du réseau algérien des jeunes sous le haut patronage du président de la République. Ramzi Mohamdi. Ce matin à Alger, top départ pour la 5e caravane médicale itinérante. Première étape, la wilaya de Mila. La caravane devra sillonner tout le pays. Objectif, rapprocher les soins des populations, notamment dans les zones éloignées et enclavées. Consultations, dépistage, soins de base et actions de prévention seront proposés directement sur le terrain. L'action publique qui est dans les services publics de l'État, dans les services de santé, qui a été pour l'année 2025 aussi un bilan très positif parce que nous avons dépassé 1023 actes de diagnostic à travers les endroits déshérités et éloignés. 17 wilayas, mais nous prenons 58, les services publics prennent 58. Il y a d'autres associations qui font la même chose, mais je crois que tout ce qui est travail dans le sens où on vient pour compléter l'activité du service public est le bienvenu tout le temps. La caravane contient plusieurs spécialités et plusieurs spécialistes dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales en coordination avec les DSP au niveau du wilaya. Ça dépend le manque de chaque wilaya. Donc, parmi notre objectif de cette caravane, c'est de sensibiliser la population au niveau local. Algérie Télécom offre une solution technologique moderne qui s'appelle Verum et qui permet, c'est une solution de vidéoconférence qui permet aux médecins d'être connectés entre eux, de pouvoir se parler, de pouvoir faire leur travail avec plus d'aisance. Et ça permet aussi, c'est une solution qui permet aussi de faire le suivi des malades après les soins ou après des traitements médicaux. Des soins immédiats pour les citoyens, mais aussi une transmission de savoir pour les équipes médicales. L'autre mission clé de la caravane, former les médecins locaux dans chaque wilaya traversée. Les praticiens des centres de proximité bénéficieront d'un renforcement de compétences pour assurer un suivi durable. La spécialité gynéco-obstétrique, c'est bien sûr qu'elle est très très importante parce qu'elle concerne deux vies, c'est la vie de la maman et la vie de l'enfant, du bébé. Et donc c'est pour ça on est vraiment motivés et c'est un honneur pour nous de participer durant cette caravane. Et au fur et à mesure, on va essayer de collecter et de recruter les malades qui nécessitent des interventions chirurgicales. On a fait déjà des formations de courte durée pour les médecins généralistes, pour les infirmiers, les aides-soignants. Ça aide, c'est une opportunité pour eux, pour ne pas se déplacer au CHU ou faire des formations payantes. On fait des formations gratuites pour améliorer la santé des gens. Une initiative qui incarne la volonté de l'État
d'instaurer une véritable équité sanitaire, une santé de proximité, mobile, humaine et solidaire au service de tous les Algériens. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies a affirmé que le groupe A3+, comprenant l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et le Guyana, dénonce les opérations militaires récurrentes de l'entité sioniste contre la Syrie. Ahmad Benjamar s'est exprimé lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité consacré à la Syrie, où il a réaffirmé le soutien total du groupe à la souveraineté syrienne et son unité territoriale. Je vous invite à l'écouter. Les A3+ réitèrent leur ferme condamnation des actions militaires répétées de l'entité sioniste en Syrie. De telles actions violent de manière flagrante la souveraineté de la Syrie, l'accord de désengagement de 1974, le droit international et la charte de l'ONU. Ces agressions sionistes ne servent qu'à aggraver les tensions et déstabiliser davantage la région. Nous devons être clairs en rejetant les interférences étrangères qui ne font qu'exacerber l'instabilité en Syrie. Notre groupe réaffirme son soutien inébranlable à la souveraineté de la Syrie, à son unité, son indépendance et son intégrité territoriale. S'exprimant toujours au nom du groupe A3+, lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à la Libye, le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies a salué la réactivation du mécanisme tripartite concerné par la Libye, réitérant l'invitation à un travail politique crédible sous la direction de la Libye et menant à des élections libres et la réunification des institutions de l'État libyen. On l'écoute. Le Conseil de sécurité s'est réuni pour la 8e fois cette année afin d'examiner la situation en Libye, marquée par une instabilité persistante et une impasse politique prolongée. Le groupe A3+ appelle à l'organisation d'élections libres et équitables, ainsi qu'à l'unification des institutions de l'État libyen et salue les efforts déployés par les pays voisins de la Libye et par l'Union africaine en faveur de la stabilité et de la réconciliation. Notre groupe se félicite de la relance du mécanisme tripartite consacré à la Libye et exprime son plein espoir quant aux résultats de sa prochaine réunion prévue à Alger. L'ONU déclare officiellement ce vendredi la famine à Gaza. Selon ses experts, plus d'1 demi-million de personnes dans l'enclave affrontent des conditions catastrophiques. Le niveau de détresse alimentaire le plus élevé, caractérisé par la famine et la mort, suivant le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, un organisme de l'ONU basé à Rome, un chiffre qui devrait monter à 641 000 d'ici fin septembre. Cette situation est le résultat de l'escalade des agressions sionistes contre les Gazaouis ces derniers mois et qui ont entraîné des déplacements massifs de population combinés à des accès restreints aux approvisionnements alimentaires, toujours selon les experts onusiens. Et la machine de guerre sioniste a lancé son opération visant à prendre le contrôle total de Gaza en intensifiant donc les bombardements et les massacres des Palestiniens. Des dizaines de réfugiés et de Gazaouis ont été tués et d'autres blessés dans ces attaques barbares ces dernières 24 heures qui ont ciblé des tentes et des carrés d'habitation. Une nouvelle journée d'horreur dans l'enclave racontée par notre correspondant Wissam Abouzaïd. Commentaire de Majda Jahmoun. Voici les débris du missile tombé sur des civils gazaouis. Ce projectile a tué des enfants innocents et des dizaines de civils. Il s'agit là du témoignage d'un rescapé palestinien qui a perdu toute sa famille lors de l'attaque sioniste qui a ciblé les tentes des déplacés. Une autre catastrophe qui n'a épargné personne. L'armée sioniste nous a attaqués pendant notre sommeil. La déflagration nous a réveillés violemment. Nous nous sommes retrouvés au milieu des cadavres. Dans les services d'urgence, la situation est dramatique. Les blessés affluent par dizaines, les martyrs se comptent par centaines. Médecins et infirmiers font face à une situation extrême, rendant impossible la prise en charge de tous les blessés. L'armée sioniste n'a pas cessé de nous attaquer avec des chars. Ils ont tué une dizaine de civils. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. À l'est de Gaza, la fumée s'élève depuis plusieurs quartiers, provoquée par les bombardements de l'armée sioniste, qui a d'ailleurs ordonné l'évacuation forcée de plusieurs secteurs de la bande pour une prise de contrôle totale. Les bombardements continuent de cibler les camps de réfugiés et les maisons.
Nous ne dormons ni la nuit ni le jour. Les attaques de chars et les tirs de missiles ne nous laissent pas en paix. Nous sommes attaqués de partout. Une énième tragédie qui plonge encore une fois la population palestinienne dans la douleur et l'incertitude. Entre ruines, deuil et espoir fragile, les Razaouis tentent de survivre à un quotidien rythmé par la peur des bombardements et l'attente d'un lendemain sûr. En France, des appels massifs à la mobilisation, manifestations et boycotts le 10 septembre prochain. Largement relayé sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un mouvement pour dénoncer les politiques restrictives des autorités françaises et la spoliation des acquis sociaux de la population. Le mépris également par lequel les élites répondent aux revendications populaires. Correspondance de Rafat Belhouchet. À l'approche du 10 septembre, un mot d'ordre circule sur les réseaux sociaux en France qui inquiète déjà l'exécutif. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Un mot d'ordre né au lendemain des annonces de François Bayrou sur le budget de 2026, coupe dans les fonctions publiques, suppression d'un fonctionnaire sur 3 et surtout la fin de 2 jours fériés. Nous devons contenir l'accroissement quasi mécanique des charges et cela signifie un effort. Je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps, au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. Sur les réseaux, l'appel s'est propagé comme une traînée de poudre. 2 collectifs, Indignons-nous et Les Essentiels, en sont devenus les catalyseurs. Dans les témoignages recueillis, c'est la même colère qui revient. Un Français sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. Et quand ils descendent dans la rue pour appeler à l'aide, quelle est la réponse de l'État ? Boycott et des gestes individuels symboliques d'une part et appel au blocage routier et manifestations à la grève d'une autre. 2 approches différentes mais un même objectif, marquer un coup d'arrêt. Des revendications qui rappellent celles des gilets jaunes, salaire, retraite, coût de la vie, mais aussi critique frontale des élites avec en ligne de mire Emmanuel Macron. On retrouve donc dans ce début d'appel du 10 septembre un ensemble de caractéristiques communes avec le mouvement des Gilets jaunes, comme par exemple le caractère local, la volonté de s'organiser de manière horizontale, des revendications sociales et surtout la participation de beaucoup d'anciens Gilets jaunes qui se reconnaissent aussi dans cet appel du 10 septembre. Une inconnue à ce stade demeure. Cet appel débouchera-t-il sur une journée de blocage massif ou ne restera-t-il qu'une mobilisation numérique? En coulisses, syndicats et opposition observent. Certains y voient le risque d'un nouvel embrasement social, d'autres l'opportunité d'un front contre l'austérité. Une chose est sûre, le 10 septembre pourrait bien marquer la rentrée la plus explosive de ce quinquennat du président français. Et on termine notre journal par une rencontre avec un des ferronniers de Dihitoussen. Le village est connu pour le travail de la forge et sa fête annuelle qui regroupe des artisans de tout le pays. Ramdan pratique ce métier depuis 72 ans, un héritage familial qu'il fait vivre au quotidien avec chaque geste et chaque création qu'il mène à terme. Il a accueilli notre journaliste Badia Amarni dans son atelier. Reportage. Ramdan a accepté de nous ouvrir l'atelier du village Dihitoussen à Bouzgane pour nous montrer ce savoir-faire hérité de père en fils qui est la forge. Un métier pénible certes, qui résiste malgré tout au temps qui passe. Dans ce lieu aux murs noircis par les années et la chaleur de la forge, le martèlement régulier du marteau résonne comme une vieille chanson qu'il connaît par cœur. Amir Ramdan, 86 ans et ferronnier depuis 72 ans. À l'âge de 14 ans, il se passionne pour ce métier. Fasciné par l'étincelle jaillissant de l'acier chauffé à blanc, il décide que le fer sera son compagnon de vie. Il continue de venir tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, dans son atelier de Tejmaat. Chaque outil raconte une histoire. Le vieux marteau à manche usée, la pince tordue par des dessinées d'usage, ou encore l'enclume polie par des milliers de coups. Premier que j'étais le forgeron à Kharata. J'ai travaillé 25 ans. Le fellah avec le forgeron. S'il n'y a pas le forgeron, il n'y a pas le fellah, il ne peut rien faire. C'est un métier, c'est de l'or. C'est de l'or. Mais grâce, le charbon, ça manque le charbon. Donc,
Malgré son âge avancé, Amir Mdan tire encore la chaîne pour souffler l'air en continu afin d'alimenter le brasier du four. Une fois que ce dernier tient, il passe aux autres étapes. Fondre le fer pour façonner sous nos yeux une pioche. Ses mains sont marquées, rugueuses, mais d'une précision étonnante. Sur cette table de travail, le métal s'incline, subit les coups du marteau pour lui donner forme et l'aiguiser. Vient alors le tour de la ligne. L'objet est ensuite trempé dans l'eau pour le solidifier. Je suis issu d'une famille de forgerons comme beaucoup d'entre nous. Il arrive que nous quittions notre village pour nous installer ailleurs et faire évoluer ce métier ancestral. Khrata, Stif, Rasloued et bien d'autres régions. Les enfants apprennent l'art auprès de leur père, parfois en faisant appel à un ouvrier pour les assister. Nous fabriquons toutes sortes d'outils destinés aux agriculteurs de la région de Bouzguen sans être rémunérés. Nous attendons la saison de la récolte du fellah comme part de paiement. Si la récolte est bonne, on bénéficie d'une part, sinon on se contente de ce que les agriculteurs nous donnent. Lorsque nous allons récupérer notre marchandise, l'agriculteur nous réserve un accueil chaleureux autour d'un bon repas. Cet espace chéri par Amir Mdan est le reflet de toute la passion qu'il éprouve pour ce métier malgré sa pénibilité. Il renferme d'anciennes pièces qui portent la signature discrète de son art ou réalisées par d'autres forgerons du village. Un musée improvisé pour faire découvrir aux nouvelles générations ce métier ancestral. Belaïd et Saïd sont venus de Dra al-Mizan pour s'imprégner du talent de ce maître forgeron. Oui, je suis vraiment impressionné vu l'âge de M. Amir Mdan, 86 ans. Il est encore, masha'Allah, toujours en forme. Donc, nous nous sommes imprégnés de ce métier grâce à Amir Mdan, à qui nous souhaitons longue vie. Nous sommes contents que ce métier résiste encore au temps. Nous espérons que Amir Mdan transmettra cet art ancestral aux jeunes générations. Pour Amir Mdan, la ferronnerie est un langage où chaque courbe raconte une histoire et où chaque soudure scelle un morceau de mémoire. Cet artisan infatigable n'a jamais compté ses heures parce que pour lui, le jour où il cessera de travailler le fer, il cessera aussi de respirer. Vive GSK, vive l'Algérie. Vive l'Algérie aussi, hein. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.